faim qui serre sa gorge, il aura fallu la voix d'un chef africain, Ibrahim Traoré, pour rompre un siècle de silence. Devant la planète entière, il a désigné sans détour ceux qui façonnent la souffrance haïtienne dans l'ombre. Il n'a pas dit qu'Haïti était maudite, mais qu'elle était empêchée de respirer, volontairement, méthodiquement. Ce n'est pas une simple opinion, c'est une accusation qui claque. Haïti n'est pas puni pour ses échecs, mais pour avoir osé la liberté noire. Première république noire, elle a prouvé que la liberté ne se quémande pas, elle s'arrache. Depuis, chaque affirmation d'indépendance se paie au prix fort, sous l'œil de puissances qui n'ont jamais pardonné ce crime d'exemple. Par son discours, une faille s'est ouverte. Ce fut un choc silencieux. Les grandes villes du monde n'avaient vraiment rien vu venir. Car Traoré n'a pas seulement parlé d'Haïti, il a exposé l'ossature cachée qui écrase sa souveraineté. Il a montré que le chaos n'est pas un accident, mais un projet entretenu parce que le plus grand danger pour l'ordre mondial serait qu'Haïti se relève, sans autorisation. Fermer les yeux sur cette réalité, accepter le mythe commode de l'échec haïtien, c'est devenir complice, volontairement ou non, de l'étouffement d'un peuple et du maintien de structures qui écrasent l'espoir. Mais pour saisir la secousse de ces mots, il faut revenir au commencement, là où la résistance haïtienne a pris feu, là où tout a changé. Tout commence dans la nuit de l'oppression, où un peuple décide de briser ses chaînes. Pour comprendre l'étau qui se resserre aujourd'hui, il faut retourner à la première étincelle de liberté. Haïti, phare brisé. Pourquoi l'indépendance noire a-t-elle été si cruellement sanctionnée? Cette question dérange car elle révèle un secret longtemps étouffé. La souffrance haïtienne n'est pas un accident, mais la rançon d'un affront insupportable pour les empires de l'Atlantique. En août 1791, dans l'obscurité caribéenne, des hommes et des femmes asservis se dressent. Leur insurrection n'est pas un simple cri de colère, elle embrase l'ordre esclavagiste, fendant la colonne vertébrale du commerce humain de tout un océan. Ce soulèvement n'a pas d'équivalent. Il prouve que l'espoir peut renverser l'implacable. Prenons un instant pour mesurer la portée de ce soulèvement. Jamais dans l'histoire, une population asservie n'avait arraché sa propre liberté par la force, ni à Rome, ni dans les colonies britanniques, ni dans les plantations du Brésil. Haïti s'est levé, a combattu et a vaincu les armées les plus puissantes de l'époque, celles de la France napoléonienne, de l'Espagne et de la Grande-Bretagne. 3 années plus tard, la France répond par la terreur, mais Haïti ne cède rien. Le 1er janvier 1804, la première république noire libre émerge du chaos et du sang. Un peuple hier esclave proclame au monde que la liberté ne se demande pas, elle se conquiert. Ce miracle, l'Atlantique ne le pardonne jamais. À peine 2 décennies passent, et en 1825, la France impose à Haïti une rançon inouïe. L'indépendance, arrachée de haute lutte, est transformée en dette écrasante. Cette somme monstrueuse, extorquée sous la menace des canons, saigne l'île génération après génération. Ce n'est pas une question d'économie, c'est une humiliation méthodique. La liberté est saisie, transformée en fardeau héréditaire. Pour bien comprendre, imaginez, la France réclame à Haïti 150 millions de francs or. À l'époque, cette somme dépasse le budget annuel de la France elle-même. Haïti, pour la payer, est contrainte d'emprunter à des banques françaises, à des conditions usuraires. Pendant plus d'un siècle, chaque récolte, chaque exportation de café, chaque goutte de sueur haïtienne sert à rembourser cette dette, privant le pays des moyens d'éduquer ses enfants ou de soigner ses malades. Le supplice ne s'arrête pas là. D'autres puissances prennent la relève. Les États-Unis débarquent en 1915, imposant leurs lois. Constitution réécrite, finances confisquées, souveraineté piétinée. L'occupation dure près de 2 décennies, jusqu'en 1934. Chaque élan d'autonomie est puni, chaque résistance surveillée. Prenons un exemple concret. Sous l'occupation américaine, les paysans haïtiens sont forcés de construire des routes pour l'armée d'occupation, parfois sous la menace des armes. Le système bancaire est transféré à New York. La Banque de la République d'Haïti devient une succursale de Wall Street. Toute tentative de révolte, comme celle de Charlemagne Péralte, est écrasée dans le sang. Les visages du contrôle changent, la mécanique d'étranglement demeure. Après les soldats viennent les missions internationales et les ONG. De l'ONU installée en 2004 aux réseaux humanitaires, chaque intervention prétend sauver mais tisse de nouveaux liens de dépendance. Sous le masque de la bienveillance, la domination se réinvente sans jamais disparaître. Illustrons cela par l'exemple de la MINUSTA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. Présente de 2004 à 2017, elle promettait paix et sécurité.
Mais elle laisse derrière elle des scandales, des épidémies comme le choléra introduit par les troupes étrangères et une population encore plus méfiante face à l'international. Oublier cette architecture de